tous. Donc on est ravis de passer cette heure ensemble. Alors nous, on a choisi de parler de la personnalisation automatique de l'information. Alors pourquoi ce sujet? C'est vrai que la recommandation personnalisée, c'est finalement un sujet qui nous est déjà assez familier. On va tous sur des sites de e-commerce acheter et on voit qu'on a tout de suite des choix qui nous sont proposés. Mais quand on pense aux médias, on imagine, par exemple, pouvoir avoir son quotidien préféré qui viendrait nous proposer un contenu personnalisé sur mesure en fonction de ses lectures, de ses goûts. Donc, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que ce sont des choses qui sont déjà dans les cartons du côté des médias? C'est un peu le sujet qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui pendant cette heure, avec une heure qui sera en fait en deux temps. Première partie, une étude dont on va vous livrer les résultats, qui a été menée par West Media Lab avec les étudiants de mon école, donc de Sciences Com Audencia. Et dans un second temps, on a nos invités qui nous ont fait la joie d'être ici aujourd'hui et on va échanger aussi sur ces sujets. Je vais tout de suite d'ailleurs les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Claire, je viens d'Angleterre, je suis anglaise, alors je vais essayer de me débrouiller en français à niveau. Oui, je travaille dans une boîte de recherche qui s'appelle Media Innovation Studio et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Julien, Julien Kostrèche. Donc moi je travaille à West Media Lab, qui est un cluster des médias numériques. Donc on regroupe une centaine d'entreprises sur les Pays de la Loire et la Bretagne, dont un bon nombre de médias. Et on a travaillé plusieurs fois sur la recommandation d'informations personnalisées. D'où notre présence ici. Bonjour, donc moi je suis Anne-Marie Karmarek. Alors jusqu'à il y a 2 mois j'étais chercheuse et depuis 2 mois je dirige une start-up qui s'appelle Mediego et qui fait de la personnalisation en ligne de contenu. Donc bonjour, je m'appelle Michel Lenouy. Moi je travaille dans un quotidien que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ouest France. Ça fait à peu près une vingtaine d'années aujourd'hui que je travaille sur des sujets plutôt informatiques autour des contenus et des données. On attaque du coup tout de suite avec l'étude présentée par Julien. D'accord, donc moi je vais essayer là en une dizaine de minutes de vous présenter donc l'étude qu'on a menée. Alors déjà, oui, je vous disais au niveau de West Media Lab, il se trouve qu'on a été amené, nous, il y a 2 ans environ, 2-3 ans, on a monté un projet qui a associé un projet européen, un projet de recherche et développement, qui a associé France Télévisions, 20 minutes, et plusieurs laboratoires de recherche, dont le LINA, le laboratoire informatique de l'Université de Nantes, sur cette problématique donc de la recommandation d'infos personnalisées. Juste un mot sur le contexte. Là, c'est un article de Matthew Ingram qui date de 2011 et qui présentait ce sujet comme un peu la quête du Graal pour les éditeurs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est dans un contexte de crise dans les médias, d'une part, dans un contexte de surabondance d'informations et de contenus. Tout le monde publie, tout le monde devient média. Donc il y a aussi une perte de valeur de l'information. Et travailler aujourd'hui sur un système qui est capable de rendre un service performant, un système qui de façon automatique, sans que le lecteur, l'utilisateur, l'internaute soit obligé de déclarer ses centres d'intérêt, mais que de façon automatique, par la connaissance qu'on a de son profil, de ses usages, on puisse lui pousser des contenus qui l'intéressent, des informations qui l'intéressent. C'est évidemment un service à très forte valeur ajoutée et donc qui a de la valeur et qui peut sans doute refidéliser des lecteurs sur la presse. Donc Matthew Ingram écrivait ça en 2011. Là, en 2015, c'est toujours aujourd'hui un défi sur le plan technologique. Il y a plein de choses qui existent en termes de recommandations, mais sur l'actualité en particulier, ça reste un véritable enjeu. D'ailleurs, Yaron Galay, un des fondateurs de Dotbrain, au départ, Dotbrain, qu'aujourd'hui vous avez peut-être vu les petits blogs Dotbrain qui sont sous des sites d'actualité, qui vous recommandent des contenus, qui sont souvent d'ailleurs des contenus publicitaires. Au départ, il travaillait sur la recommandation d'infos, de news.
Et ils ont laissé tomber cet axe en cours de route parce que c'est, comme il explique ici, c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la recommandation comme le fait Amazon. Depuis longtemps, sur Amazon, on vous préconise des achats, ou si vous êtes abonné à Netflix, quand vous regardez des séries, on vous recommande aussi d'autres séries ou d'autres films. Sauf que là, on est sur une vague et un flux incessant d'informations. Vous êtes tous susceptibles de vous intéresser à énormément de sujets au cours d'une journée. Donc comment déterminer ce qui vraiment est pertinent pour vous à l'instant T, c'est vraiment une autre affaire. Donc c'est encore un sujet sur lequel il y a aujourd'hui des startups qui travaillent, mais qu'à part quelques éditeurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, comme le New York Times, qui travaille dessus, où il y a des choses qui se font aussi à NPR, qui est la radio publique américaine. C'est pas un sujet qui est encore vraiment traité, il n'y a pas d'outils, de système encore vraiment développé dans les grandes rédactions. Juste aussi, vous rappeler l'étude qu'on a menée, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de se dire, bon, comme je voulais résumer, c'est un enjeu fort. Pourtant, il y a assez peu de choses vraiment très efficientes. Donc d'essayer de comprendre quels étaient les freins qui existaient, les limites, les risques, et aussi quelles opportunités pouvaient représenter de tels systèmes pour des médias d'information. Et nous, comme on a un cluster, c'était de rendre service aussi à nos adhérents, médias et startups, laboratoires de recherche aussi, qui seraient amenés à travailler sur ces sujets. Alors, la méthodo, on a conduit en fait avec Sciencescom, donc on a travaillé avec Estelle et une chargée d'études qui s'appelle Tiffaine Guézé, qui a mené l'étude et qui a l'habitude de faire des entretiens qualitatifs. Donc, on a interrogé 12 personnes, donc un mix entre des éditeurs. Évidemment, il y a d'autres éditeurs qui mènent des expériences dans ce domaine-là, y compris des éditeurs français, je pense aux Échos, donc c'est absolument pas exhaustif, mais on voulait avoir un mix d'éditeurs, de startups qui travaillaient sur le sujet, et d'experts, soit d'experts du numérique, soit d'experts des médias, en particulier des journalistes qui s'intéressent aux algorithmes et à la façon dont les algorithmes pouvaient changer leur métier. Donc on a réalisé ces 12 entretiens fin 2014, voilà, donc un petit décalage, et, les choses ont un petit peu avancé depuis 6 mois. Voilà l'équipe, donc je vous ai cité les 3 personnes qui ont piloté l'étude, et puis on a travaillé avec une quinzaine d'étudiants là, qui sont en photo là, sur le petit carré, des étudiants de Sciencescom. De cycle master première année, voilà, qu'on fait un super boulot pour, déjà pour trouver, accepter que ces personnes répondent, parce qu'il y a eu un entretien d'1 heure à chaque fois, donc il y a 100 pages, et je vais essayer de vous résumer ça maintenant en quelques minutes. Donc j'ai fait une liste en 15 points. Voilà, je vais essayer de passer 30 secondes par point, mais on mettra l'étude en ligne avec beaucoup plus de contenu. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce sujet-là si aujourd'hui vous voulez, en tant qu'éditeur ou en tant que start-up, vous lancer sur la recommandation personnalisée d'information? La première chose, c'est de sortir du déni. Là, je fais référence aussi à un article récent que vous avez peut-être lu de Nicolas Collin sur les 5 dénis face au numérique. Donc les dénis assez habituels qui sont ça on le fait déjà. Non, en général, vous ne faites pas déjà de la recommandation. Enfin, les médias qui vous disent ça, souvent ils proposent un formulaire où les gens peuvent cliquer pour déclarer le type de contenu que l'utilisateur veut recevoir, mais c'est du déclaratif, mais de façon automatisée. En général, vous ne le faites pas. Et un déni aussi assez fréquent, c'est de dire de toute façon, on aura toujours besoin des journalistes pour hiérarchiser l'information. Oui, sans doute. Il n'empêche que les algorithmes peuvent largement aider. Et je citerai aussi Fabrice Bazard, qui s'occupe du développement numérique au groupe Ouest France, qui faisait la comparaison avec Amazon. Il dit ce qui a fait le succès d'Amazon, c'est la richesse de son catalogue. Ils ont un gros catalogue à Ouest France. Michel nous disait 28 millions d'articles numérisés aujourd'hui. Mais c'est aussi la recommandation. Donc si ça a marché pour Amazon, pourquoi ça ne marcherait pas pour la presse? Donc sortir du déni. Deuxième point,
ne pas tomber non plus dans un optimisme à tout crin où on pense qu'on va avoir une sorte de fantasme où on aurait vraiment une recommandation hyper ciblée. Le robot serait capable de nous trier l'information mieux que tous. Olivier Zrati, qui était un des experts interrogés, était assez critique sur cet aspect-là. Notamment, lui, son métier, c'est d'être veilleur, donc c'est de détecter les signaux faibles. Et il trouve qu'aujourd'hui, les systèmes de recommandation qui existent détectent les signaux forts et donc vous abreuvent de contenu que vous avez déjà vu. Donc il y a aussi, il ne faut pas non plus partir sur du fantasme. Troisième point, c'est un point assez important quand on veut se lancer dans la personnalisation, c'est bien penser dès le départ qu'il ne faut pas trop personnaliser. Éric Scherer, qui est directeur de la prospective à France Télévisions, attire bien l'attention sur le fait que il faut éviter d'enfermer ce qu'il appelle la bulle ou la chambre d'écho, où en fait on finit par voir que des informations qui nous intéressent ou des informations qui intéressent vos amis. Et on n'a plus l'heureux hasard, la sérendipité, de tomber sur des contenus. Une autre personne aussi qui a répondu à cette étude, qui est Anthony Sheehan, qui a une start-up qui s'appelle Near You Now en Grande-Bretagne, lui dit ce qui l'intéresse, contrairement à Google Now, qui va prendre 10 personnes sur un même lieu et qui va essayer de voir ce qui différencie ces 10 personnes. Ils disent, nous, on travaille pour voir ce qui réunit ces 10 personnes. Et si on sait ce qui réunit 10 personnes sur un même lieu, on est capable d'amener ces personnes à échanger, à partager des choses et à débattre. Donc il ne faut pas aller trop loin dans la personnalisation. Trop de personnalisation tue l'info quelque part. Quatrième point, c'est inspirer confiance aux utilisateurs. Évidemment, pour personnaliser, il faut les données personnelles des utilisateurs. Donc il y a pas mal de méthodes aujourd'hui pour les récupérer, mais il faut que l'utilisateur connaisse les termes du contrat qui lui sont proposés. Comment l'algorithme est programmé? Qu'est-ce qu'on va faire de mes données? Quelle est la mission de l'algorithme? Qui les encadre? Qui les modifie? Quels sont les impacts si on modifie l'algorithme? Voilà, il faut vraiment avoir un contrat très clair avec l'utilisateur et que l'utilisateur comprenne le bénéfice qu'il a à transmettre ses données personnelles. Cinquième point, et c'est vraiment un préalable, c'est de connaître son audience. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir dans la recommandation si déjà vous n'avez pas une connaissance de vos lecteurs, connaissance des internautes, savoir quel est le contrat qui les lie avec votre journal, qu'est-ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils sont abonnés, et être capable de tracer ensuite vraiment tous leurs usages. Et ça, c'est vrai que les médias ont pris du retard dans ce domaine, parce que, comme le dit aussi Nicolas Becquet, qui est journaliste à l'Echo, magazine économique belge, les médias avaient l'habitude d'être dans une info descendante. Donc l'audience était passive, elle recevait l'information. Et s'intéresser vraiment maintenant à son audience, c'est quelque chose d'assez récent. Alors aujourd'hui, il y a un Google Analytics qui est branché sur tous les sites d'information, mais il n'y a pas toujours les data analystes au sein des médias pour vraiment tirer profit de la connaissance de ces données. Donc ça, c'est un point déterminant. Évidemment, si on fait de la recommandation aussi sur l'information, sur l'actualité, il faut le faire avec la rédaction. Il faut convaincre les journalistes. Les journalistes, ils doivent sentir que ce système vont rendre service à la rédaction. Et c'est assez marquant de voir Basile Simon de la BBC, mais c'était aussi remonté par d'autres médias de service public, de se dire proposer de l'info personnalisée, c'est un service supplémentaire. On sert mieux notre audience, on sert mieux nos lecteurs. Donc, comme le dit aussi Éric Scherer, on va évidemment continuer de s'appuyer sur l'instinct journalistique, ce que les anglo-saxons appellent le news judgment des journalistes, mais il faut aussi entourer la rédaction d'analystes, de gens de la techno pour mieux comprendre son audience. Et puis la recommandation, c'est le 7e point, c'est un moyen de mieux servir les annonceurs. Donc évidemment, on peut avoir une audience très ciblée. Et par exemple, au lieu de dire, voilà, moi j'ai 6 millions de visiteurs uniques, j'en ai 10 000, mais ces 10 000-là, ils sont fans du foot. Et pour le magasin Decathlon à Saint-Étienne, ça va peut-être les intéresser d'avoir 10 000 personnes à Saint-Étienne qui sont fans de football, s'ils veulent vendre des maillots de l'équipe, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête.
De la même manière, Stéphane Cambon, d'OnPage, qui fait des newsletters personnalisés, rappelle qu'il n'y a que 10% des articles aujourd'hui qui génèrent 90% du trafic. Donc on a un réservoir considérable d'articles qui peuvent être remontés et qui peuvent générer de l'audience et qui vont intéresser les annonceurs. 8e point, c'est s'armer de patience. Ce sont des projets longs, compliqués. J'en ai 3 illustrations là. Donc Anthony Chian de Near You Now qui travaille sur le sujet depuis 2 ans. Et rien que de travailler sur le tagage des articles, savoir ce qu'il y a dans un article, si cet article est pertinent et combien de temps il va être diffusé, sur quel périmètre il va être diffusé, ça leur a pris 2 ans de recherche et de développement. Chez Gravity, qui est une start-up américaine qui est bien avancée sur le sujet, ils travaillent sur des courbes d'intérêt ou des graphes d'intérêt. Et la difficulté, c'est de se dire, entre des choses que vous allez cliquer, mais peut-être accidentellement ou à un instant T, mais parce que vous avez un intérêt très fugace pour un sujet, et des choses auxquelles vous allez vous intéresser de façon récurrente, il faut être capable de trier ces choses-là pour dessiner votre courbe d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Donc ça demande beaucoup de test and learn. Côté News Republic aussi, qui propose qu'un agrégateur de contenu, mais qui a aussi une couche de personnalisation. Il rappelait comment déjà juste taguer les articles, et donc avec du sémantique là, pour avoir les 5 ou 10 mots-clés qui sont déterminants, c'est quelque chose aussi de compliqué. Fabrice Bazard, Ouest France, nous disait aussi que c'était des sujets d'une complexité diabolique, donc il fallait accepter d'y passer du temps et pas forcément de faire des études marketing, mais vraiment aller directement dans le bain, se jeter à l'eau. 9e point, rapide, mais c'est qu'évidemment, vous pouvez avoir le meilleur algo de recommandation. Si vous avez une interface utilisateur pourrie, c'est dommage. Donc l'expérience utilisateur, c'est clé dans les systèmes de recommandation, comme dans tous les services numériques. Et la difficulté pour les médias, c'est d'attirer vers eux les bons UX designers qui sont évidemment convoités par tous les géants des technologies. Un point aussi sur lequel insistait Claire, qui est présente, c'est l'idée d'aller dans la recommandation au-delà du contenu. C'est déjà énorme de pouvoir pousser du contenu de façon automatique en fonction du profil et des usages. Mais si en plus vous le faites au bon moment de la journée, et vos intérêts changent au fil de la journée, ou si vous le faites, vous l'adaptez en fonction des supports, parce que vous n'allez peut-être pas regarder la même chose sur votre PC que sur votre smartphone ou sur votre tablette le soir dans votre lit par exemple. Donc il faut aussi prendre en compte le contexte. Et là, il y a aussi beaucoup de recherches à mener dans ce domaine. 11e point, c'est se poser la question tout de suite sur est-ce que c'est quelque chose que je peux mener seul en tant qu'éditeur ou pas. À vrai dire, à part des grands groupes de presse, c'est quand même des machineries un peu compliquées. Éric Scherer à France Télévisions rappelait que rien que les moteurs de recherche aujourd'hui sont externalisés, c'est-à-dire qu'on en confie le développement à des entreprises technologiques où ils sont sous-traités. Alors les moteurs de recommandation qui sont encore plus complexes, on peut penser qu'on va vraiment avoir besoin de start-up pour ça. 12e point, c'est la nécessité, le besoin de faire des choix. Vous ne pouvez pas tout personnaliser. Fabrice Bazard notait, et c'est intéressant, que plus vous personnalisez, plus le lecteur il attend un contenu d'expert. Pour un média qui est un média généraliste et qui a recruté depuis des années des journalistes polyvalents, ça veut dire demain, il faut que je sois en capacité de recruter des experts. Donc là, il y a une vraie problématique et sans doute qu'il faut choisir les sujets que vous voulez personnaliser. Nicolas Becquet, journaliste à l'Écho, nous disait que c'est vraiment sur l'information de niche, le sport, l'information économique, sociale ou juridique qu'on a le plus de potentiel sur la recommandation. 13e point, c'est la qualité du contenu. Enfin, il ne faut pas oublier ça au passage. Maël Fouquenet, qui est responsable du numérique à l'école de journalisme de Lille, rappelait à quel point le contenu
est important. De la même manière, Olivier Zrati nous faisait part de son expérience décevante sur Netflix, puisque la pauvreté du catalogue, d'une part, enfin il y a un gros catalogue, mais finalement, vous avez regardé un blockbuster et ensuite on vous sert tous les nanars. Donc si c'est pour faire remonter des choses qui ont peu d'intérêt, what's up, quoi. Donc la recommandation, c'est quand même d'avoir des contenus à valeur ajoutée et des articles pour les médias bien informés. Avant-dernier point, c'est ne pas oublier d'où l'on vient. En l'occurrence, quand on a un journal quotidien comme Ouest France, on vient du papier, on a 150 000 abonnés sur le papier, et il faut penser la complémentarité des supports. Si vous ne pouvez pas partir demain dans une stratégie de pure player et oublier le papier. Donc si vous faites de la recommandation intelligente sur Internet, il faut voir comment vous pouvez l'articuler avec le papier pour que vos abonnés, le cœur de vos lecteurs soit aussi impacté. Et puis j'en terminerai avec ce dernier point, qui est de garder l'humain dans la boucle. J'aime bien cette conclusion-là de Nicolas Becquet, qui nous dit, OK, lui, il est ouvert, il pense que c'est le sens de l'histoire et qu'on va avoir de plus en plus d'algorithmes et que les algorithmes vont être utiles à la rédaction, mais il faut un dosage. Et il faut être capable de laisser toujours la main à la rédaction pour qu'elle puisse hiérarchiser et dire ça, c'est important, ça ne remonte pas par l'algorithme, mais nous, on pense que c'est ce qu'il faut mettre à la une aujourd'hui. Voilà, de même, s'il y a des gens que vous estimez, que vous suivez, des journalistes que vous estimez ou vos amis sur Facebook, ben ça a évidemment beaucoup plus de valeur encore aujourd'hui qu'un algorithme. Donc il faut penser des systèmes mixtes entre humains et machines. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais je vous remercie de votre attention et on mettra l'étude en ligne. Alors, on gardera 10 minutes à la fin aussi pour les questions. On va tout de suite enchaîner avec le débat, donc qui va prolonger un peu tous ces verbatims qu'on a pu lire. Donc j'aimerais en fait attaquer déjà avec une dimension plus éthique sur ces questions d'algorithme. C'est vrai qu'il peut y avoir cette idée de l'algorithme qui serait peut-être pourrait aboutir à une sorte de manipulation de l'information, en tout cas des craintes du côté des internautes. Anne-Marie, vous qui êtes chercheuse à l'INRIA, j'aimerais justement avoir votre point de vue de chercheuse par rapport à ça. Est-ce qu'il faut avoir peur des algorithmes ? Alors évidemment, non. on sait qui sont derrière. Enfin, pourquoi ? Alors, un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions qui fournissent un résultat. Donc déjà, il y a des personnes qui les écrivent, hein, donc il suffit de savoir ce qu'on écrit. Et puis, je pense qu'il y a un petit peu ce fantasme, et je l'ai entendu aussi dans une conférence mercredi sur le sujet, que la personnalisation va mener à un système dans lequel notre vie serait dirigée par des algorithmes. Je crois qu'on est personnalisé d'une certaine manière, en particulier quand on parle de médias, ça veut dire aider l'utilisateur, et on est loin de mettre en danger, en quelque sorte, l'utilisateur. Je pense qu'on essaie d'améliorer son expérience. Et d'une certaine manière, on peut finalement être moins manipulé par ce genre de choses que par du broadcast, comme on consomme aujourd'hui les médias, que ce soit par la radio, la télévision. De mon point de vue, c'est probablement une plus grande manipulation que de la personnalisation. Et je pense que c'est important. On est dans un monde où il y a une dose incroyable d'informations qui viennent des médias, qui viennent aussi du fait que l'utilisateur aujourd'hui n'est plus simplement passif mais est actif. Et de toute façon, il y a un besoin de filtrer cette information. Donc on a plusieurs façons de faire. Une manière, c'est de dire je m'intéresse au sport ou je m'intéresse à la politique, et puis on a les articles uniquement sur ces sujets-là. C'est pas facile de gérer la granularité de ce genre de choses. C'est pas facile de gérer l'aspect dynamique des intérêts. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'intéressent au tennis parce que Tsonga joue, mais que demain ils s'y intéresseront plus. Donc cocher la case sport et tennis, ça va peut-être pas être intéressant. Une autre manière de filtrer aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui est consommée comme ça, ce sont les réseaux sociaux. Alors c'est super. Parce qu'on suit effectivement des gens qu'on respecte ou qu'on estime, etc. Après, nos amis ne sont pas forcément ceux qui nous permettent de consommer l'information la mieux possible. Donc, je pense qu'il faut des moyens de filtrer, et finalement filtrer en essayant de regarder ce que des gens qui auraient pu avoir le même historique de navigation, par exemple, que nous, les mêmes intérêts ont vu, ça peut être un bon mode de filtrage. Alors, évidemment, il faut être
prudent sur tout un tas de sujets, comme l'a mentionné Julien. On parle souvent de l'argument du risque d'enfermement en fait, par rapport à de tels outils. Quels moyens vous avez justement pour éviter ça, que ce soit chez Ouest France ou... Alors moi, je vais bien juste dire un mot là-dessus. Alors c'est vrai, c'est un point très important. Alors une des raisons pour lesquelles c'est très important, c'est si on ne fait que ça, de la personnalisation, les algorithmes, la plupart de recommandations, d'une certaine manière, on peut voir ça comme une sorte de clusterisation, quand bien même elle est dynamique, quand même elle est en réel, clusterisation des internautes. Donc, c'est-à-dire on va mettre ensemble des gens qui sont proches. Donc il est évident que si on leur sert la même information, ils vont devenir de plus en plus proches et de s'éloigner de plus en plus d'autres parties du réseau, si on voit le monde comme un réseau. Donc il faut effectivement avoir des méthodes pour éviter ça. Donc ça s'appelle pour mettre un peu de sérendipité là-dedans. Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de ne pas tout personnaliser. Donc ça revient un petit peu à l'aspect choix éditoriaux. Et puis la deuxième, c'est d'ajouter, il y a un truc qui marche très bien pour éviter de se retrouver coincé dans des minimaux locaux, dans à peu près tout en informatique, c'est d'ajouter un peu d'aléatoire. Ça marche très bien. Et donc c'est une très bonne manière. Donc là, on l'a beaucoup évalué dans les recherches auparavant. Et c'est un bon moyen, en fait, de ne pas tomber dans ce travers. Michel, sur ce point ? Je rejoins Anne-Marie sur ce point. Il ne s'agit pas d'enfermer effectivement un lecteur demain dans une thématique. Julien a également parlé d'un journal, c'est aussi des choix éditoriaux. Il y a une rédaction pour ça. Et il ne s'agit pas de complètement la court-circuiter avec des algorithmes. Mais quand on se retrouve effectivement sur le web vis-à-vis du papier où le format est assez contraint, on a quand même peu d'informations par rapport à ce qu'on peut trouver sur le web aujourd'hui. Il faut quelque part les aider un petit peu, à classer cette information, ne serait-ce que parce que sur le web, on déroule sans doute moins l'information en partant de la page 1 à la dernière page. On arrive un petit peu de n'importe où. Donc, les algorithmes peuvent aider justement à amener un lecteur sur de l'information qu'il n'aurait pas forcément tout de suite trouvé. Et on peut aussi, effectivement, avec le savoir des équipes de rédaction, l'orienter un peu plus sur un sujet qu'un autre. Anne-Marie a pris l'exemple tout à l'heure. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément au tennis toute l'année, mais il y a un événement là en particulier. Bon, on le met un petit peu en une, ce que font très bien les équipes de rédaction sur le papier, sur le web aujourd'hui. Mais Ouest France, c'est à peu près 8000 nouveaux documents chaque jour. Se retrouver là-dedans, les algos peuvent à un moment donné aider le lecteur à focaliser plus rapidement sur une info sans chercher à remplir des formulaires avec N cases à cocher pour dire que c'est ça qu'il veut trouver. Justement, puisqu'il est question de la rédaction, comment on accueille la personnalisation automatique de l'information dans une rédaction comme Ouest France ? Alors la rédaction déjà est importante, donc je n'ai pas pu relever l'avis de chacun des journalistes. C'est forcément un sujet délicat. Ouais. Vu l'historique en plus du journal, on a toujours marché avec des rédactions organisées, des chefs de rédaction, des relectures et autres. Donc l'algorithme, comment on peut effrayer en se disant est-ce qu'il va venir un petit peu bouleverser l'ordre établi des choses que l'on a pu décider dans une conférence de rédaction. Mais en même temps, je pense que, et la rédaction la première, consomme du Google à longueur de journée, c'est aussi un algorithme. Et quelle est un petit peu la pertinence des documents qui sont proposés ou la hiérarchisation qui est faite. Je ne connais pas le rédacteur en chef de Google, mais on connaît ceux de Ouest France. Et quoi qu'il arrive, derrière tout ça, il y a quand même, chez Ouest France, on se sent imprégné de ça dès qu'on travaille sur les sujets. Il y a quand même un contrat de confiance avec le lecteur. Il ne s'agit pas d'aller lui vendre ou de lui faire lire un article dont il n'aurait pas besoin. C'est plutôt le sens de l'engagement et de lui servir que l'on recherche. Donc la hiérarchisation de l'information, on en a une vue par la rédaction, certes, mais après, en tant qu'humain et face à un journal, on a notre propre hiérarchisation. Et donc, les algos sont un petit peu entre les deux pour essayer de faire la part des choses. Puis je rajouterais, Michel, qu'avant les algos, on a déjà depuis longtemps de la mesure d'audience. Oui, en télévision, il y a médiamétrie, donc oui. De travailler, de hiérarchiser l'information en fonction
des résultats d'audience, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. C'est des sujets qui sont débattus, évidemment, dans les rédactions. Mais quelque part, on n'a pas l'arrivée comme ça de robots qui vont... Tout à fait. C'est déjà une donnée... Mais j'irais même avant la mesure d'audience. On vient de mettre en ligne ou de proposer l'ensemble des archives du journal Ouest France. Donc on remonte jusqu'à l'Ouest éclair en 1899. Et au fur et à mesure des années, on voit le nombre d'éditions qui s'élargit. Et quelque part, pourquoi on fait 4 éditions? C'est pour personnaliser un petit peu en fonction de la géo. On était déjà dans la personnalisation. Peut-être aussi parce qu'à aujourd'hui, si je faisais qu'une... Enfin, si je ne le ferais pas tout seul, si Ouest France ne faisait qu'une édition, ce serait un numéro de 650 pages. Le Monde en fait déjà bien moins. Donc, bon, pour des contraintes économiques et le coût du papier, on ne peut pas le faire. Donc, on est arrivé aujourd'hui à 53 éditions, parce qu'on ne peut pas non plus aller en faire une pour chacun des lecteurs. Sur le web, on peut sans doute avoir une granularité qui est plus importante, ou plus fine, pardon. Pour moi, c'est plutôt une question d'organisation aussi. Et dans cette manière, je vois vraiment un chemin qui a duré quand même 10 ans, et que ça commence quand même avec les Google Alerts, que ce soit ça ou même les flux de RSS. Et ben, en fait, pour moi, la personnalisation des nouvelles, en fait, c'est juste la prochaine étape. Et même, il faut bien ajouter que c'est le lectorat qui veulent bien savoir ce qui est dans leur vie qui est important. Et là-dedans, je pose la question, c'est quoi le rôle du journal? C'est-à-dire que les médias sociaux, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook, c'est là pour moi, par exemple, que je trouve la sérendipité. Pourtant, le rôle pour moi d'un journal sur l'Internet, c'est de me donner vraiment ce qu'il me faut. Et de revenir sur les questions-là, sur le BBC, ils ont quand même commencé là, à partir de janvier, avec My News. C'est bien des thèmes, et ça met vraiment en lumière la raison pour laquelle le BBC ils veulent rendre un service au lectorat. C'est-à-dire que oui, voilà, il y a des thèmes, mais pourtant, il faut bien mettre en fait que notre rôle en tant que news provider, quoi. C'est vraiment de vous fournir avec les renseignements d'une manière aussi efficace que possible. La BBC, c'est un système qu'ils ont lancé récemment, c'est une appli personnalisée. En fait, leur app, ils ont refait leur app en janvier. Ils ont fait d'une manière un peu plus différente. Et puis, en fait, il y a des thèmes. Et une des thèmes, c'est My News. Et c'est ça, c'est la première étape vraiment pour le BBC de faire. C'est vraiment personnalisation, automatique. Ouais. Et ça met en fait beaucoup de poids sur les journalistes, en fait. Même quand ils créent leurs histoires, il faut qu'ils mettent bien des tags, quoi. Et ça porte beaucoup de poids sur ça, pour qu'après, en fait, le lectorat il puisse en fait créer ce flux personnalisé, quoi. Côté Ouest France, je crois que c'est un sujet sur lequel vous planchez, mais qui est, enfin voilà, ça prend du temps. Vous y travaillez depuis combien de temps? Vous en êtes où? Alors, je crois qu'on y travaille bien avant que je sois arrivé, ouais. Mais on a créé un projet complètement aujourd'hui autour de ces problématiques. Problématiques que Julien a très bien résumées, hein, parce que je crois que chacune de celles que tu as évoquées, on l'a à l'esprit quand on travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, donc, on a complètement dédié une équipe autour des contenus, autour des données, pour essayer effectivement de trouver les meilleurs algos pour servir ce fameux contrat de lecture ou cet engagement auprès du lecteur, pour que tout simplement il s'y retrouve plus facilement ou qu'il aille plus vite à l'information qu'il cherche. Fabrice Bazard le disait, effectivement, on arrive parfois avec du généraliste et puis on commence à creuser et on va vers le spécialiste. Effectivement, on ne peut pas mettre derrière chacun des sujets creusés par les lecteurs un spécialiste au journal, parce qu'il y aurait autant de journalistes que de lecteurs finalement, parce qu'on a tous nos sujets à creuser. Donc c'est une équipe qui prend corps, et ce sont effectivement aussi des nouveaux métiers. Souvent, dans le domaine du web, on a commencé en mettant quelqu'un qui fait de la programmation, un web designer pour nous faire les écrans, et puis ça marchait tout seul. Et puis aujourd'hui, on veut aller un petit peu plus loin. Donc c'est des métiers nouveaux qu'on associe à l'équipe. On parlait de data scientist. Moi, j'ai
J'ai un collaborateur aussi qui vient aujourd'hui de toutes les sciences du traitement automatique du langage, parce qu'il n'y a pas que de la stat derrière la recommandation. Il y a toute l'analyse du discours, parce que c'est vrai que quand on recherche, on est souvent aujourd'hui sur des moteurs, on trouve les mots-clés. Mais au-delà des mots-clés, les documents renferment énormément plus d'informations. Et à la rigueur, comment on n'utilise pas toujours le bon mot-clé pour accéder aux documents. Donc il faut mettre beaucoup plus de choses au-dessus. Et ce sont vraiment aujourd'hui des disciplines nouvelles, enfin en tout cas pour ce qui est des médias comme le nôtre. Vous êtes combien de personnes en tout? Enfin, c'est une équipe de combien si on entend les data scientists? Alors aujourd'hui, c'est une équipe qui commence à être autour de 5 personnes et qui va sans doute s'étoffer un petit peu plus. D'accord. Et si justement on ouvre cette boîte noire avec Mediego, Anne-Marie, est-ce que du coup vous êtes chercheuse à l'INRIA, et donc vous avez lancé votre start-up il y a 2 mois, c'est ça? Oui, absolument. Vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce que propose Mediego? Avec grand plaisir. Comment ça marche? Alors la manière, en fait, on a parlé, il y a eu plusieurs, disons, modèles de recommandations qui ont été évoqués. Je pense qu'il y a eu dans ton exposé, Julien, un modèle qui reposait sur l'analyse du texte, une analyse du contenu, sémantique, etc. Donc ça, c'est une catégorie d'algos qui peuvent faire ça. On a parlé de ce qui se passe à la BBC où manifestement c'est pareil, il y a des tags qui sont associés aux articles et on doit probablement s'inscrire à un certain nombre de tags. Donc nous, on a une approche qui est complètement différente, qui s'appelle du filtrage collaboratif, qu'on n'a pas inventé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Du reste, c'est ce que fait Amazon, c'est du filtrage collaboratif. L'idée là du filtrage collaboratif, c'est de ne pas reposer uniquement sur la déclaration de ce qui nous intéresse, ni sur sa propre historique par le passé, mais sur celle de tout le monde. Et ensuite, ce qu'on fait nous dans Mediego, en fait, c'est qu'on récupère par utilisateur le profil de navigation sur un site web. C'est juste une suite d'identifiants qui correspondent aux pages qui ont été visitées. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on associe à chaque internaute on appelle ça des plus proches voisins, c'est-à-dire ces internautes qui lui ressemblent le plus en termes de navigation. Voilà, on appelle ça, les alter ego, c'est un terme peut-être qui parle un petit peu plus à tout le monde. Et on exploite ensuite cette information pour personnaliser le contenu lorsqu'un internaute va sur une page, personnaliser le contenu en regardant ce que justement les gens qui lui ressemblent ont été voir. Et voilà, alors ça permet... Tout à l'heure, il y avait aussi mentionné dans ton exposé le fait que la news avait quelque chose de très spécifique par rapport au contenu je dirais plus pérenne, comme des films ou des livres, etc. Alors c'est vrai, ceci dit, les mêmes techniques s'appliquent, mais par exemple un algorithme comme Amazon, effectivement, la manière dont il est conçu et comme il est calculé, ça nécessite une grosse puissance de calcul. Voilà, c'est une méthode qui nécessite beaucoup de calcul, ce qui n'est pas du tout un problème pour une boîte comme Netflix ou une boîte comme Amazon, ce qui est beaucoup plus un problème pour tout un tas d'autres entreprises, y compris des médias qui n'ont pas forcément un data center à leur disposition tout le temps. Enfin, en tout cas pour ça. Et donc nous, on a une approche qui justement est très dynamique, très temps réel, et finalement qui permet de prendre en compte des changements d'intérêt assez radicaux potentiellement sur la durée, et qui donc justement permet d'être un petit peu plus réactif par rapport à tout ça, parce qu'on n'est pas obligé de faire nos calculs la nuit, on peut les faire tout le temps. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien travailler pour donc des sites marchands que des médias. Enfin, vous pourriez aller sur... Là, vous allez déjà sur l'information ou vous êtes... Alors oui, on fait les deux. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont on caractérise un internaute, finalement, on est complètement agnostique au contenu. On ne regarde pas de qui il s'agit, de ce qu'il a regardé. En fait, on ne regarde même pas les tags. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire en complémentarité. Mais on ne le fait pas, ce qui permet d'être extrêmement générique. Donc finalement, le profil d'un utilisateur, c'est une suite d'identifiants, puis l'identifiant, c'est ce qu'on veut. Et en particulier, dans notre cas, c'est plutôt la navigation. Donc on peut effectivement s'adresser à des e-commerçants, de la même manière à des sites de médias, à peu près n'importe quel éditeur de contenu finalement.
sans que ça change l'algorithmique ni la philosophie qu'on a derrière. Ce qu'on ne fait pas en fait, nous, et ça, d'une certaine manière, je trouve que on associe souvent la personnalisation ou les recommandations, malheureusement, à un côté marketing qui finalement revient à vouloir caser des trucs auprès d'un utilisateur. Bon là, je pense qu'il faut aussi la voir comme quelque chose qui améliore justement sa perception, son expérience de navigation. Et là aujourd'hui, vous avez 2 mois en fait d'existence environ, un peu plus. On a 2 mois, ouais. Et du coup, vous êtes en contact avec des médias ou comment ça se... Alors, on est en contact avec un certain médias. Donc, on est installé sur certains sites, en particulier les sites de ma ville, donc à Ouest France Média. On est aussi installé sur un site qui s'appelle Cuisine à Z, qui est un des grands sites de recettes de cuisine. Voilà, on a un certain nombre de sites médias, en fait presque plus des sites médias du reste. Mais sur une dimension plus publicitaire en fait. Il n'y a pas de dimension publicitaire, non, c'est vraiment de la recommandation interne, c'est-à-dire qu'on recommande des contenus internes à un site. On ne recommande pas de contenu extérieur et donc par définition, ce n'est pas de la publicité. Et juste la différence d'approche par rapport à des boîtes comme Hotbrain que j'évoquais tout à l'heure qui analysent aussi le contenu du site pour en remonter du contenu tiers, et d'ailleurs tous font du contenu publicitaire dans votre approche. Alors, disons, comment dire, le cœur de la technologie, quand bien même elle n'est pas la même, revient à probablement la même chose. Par contre, le modèle économique est tellement différent que ça donne des résultats très différents. C'est-à-dire que le modèle économique de quelque chose comme Outbrain, c'est de faire payer les liens sortants. Donc en fait, ils payent les annonces, ils payent les sites web pour qu'on les installe chez eux, et puis ils font payer les liens sortants. Donc après, ça s'apparente à de la publicité. C'est de la publicité vers des liens externes. Dès qu'on fait ça, on ne peut plus être certaine d'une part de la pertinence, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments économiques qui font que le contenu qu'on met là-dedans n'est pas... Alors certes, on n'a pas tous le même, mais par expérience, ces liens externes ne sont pas particulièrement pertinents. Et ça, je voudrais juste revenir 2 secondes sur un sujet qui a été un petit peu évoqué, essentiellement par Estelle, mais aussi un petit peu dans ton exposé, c'est le fait que pour la confiance par rapport à un utilisateur, c'est clair que la recommandation qui mène à la publicité, les gens commencent à être un petit peu... ils ne sont pas confortables, ça leur plaît pas. Je pense qu'une bonne manière de faire, c'est aussi d'éduquer les gens tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un gros chantier aujourd'hui en France pour justement éduquer les gens aux algorithmes, à la programmation, etc. Et je pense que c'est bien. C'est-à-dire que si on explique aux gens comment ça fonctionne et quel est l'objectif, et ce qu'il y a derrière, finalement, ils vont moins fantasmer sur ce qu'on leur fait sur nos data centers. Si on fait une parenthèse sur l'étranger, donc on a parlé de la BBC. Aux États-Unis, Julien, tu as évoqué NPR, je crois, la radio américaine. Est-ce que tu peux développer un peu, nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, ils ont lancé. D'ailleurs, je trouve ça. C'est pas anodin que ce soit souvent des médias publics en fait qui prennent les devants, parce qu'avec ce souci du service public aussi, de se dire la recommandation ça rejoint ce que tu disais, va être quelque chose qui va nous rapprocher. Ils ont lancé ça l'été dernier, une application mobile pour la radio, donc on peut faire ses playlists de musique, ses podcasts, etc. Mais il y a toute une partie aussi de contenu qui remonte automatiquement avec des algorithmes. Et une des conclusions, là, c'était aussi justement c'était de redonner de la place aux éditeurs. Cette radio, c'est comme Radio France ici, il y a plein d'antennes locales, et que les éditeurs locaux puissent reprendre la main aussi en partie sur l'application pour hiérarchiser. Donc ils étaient aussi sur la conclusion que finalement, ils étaient partis avec beaucoup d'automatique, et que c'était bien de trouver des espaces pour que les journalistes interviennent. Donc là encore, l'idée du bon mix entre les deux. Cette idée aussi, si on parle aussi de Ouest France, de contrat de lecture, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'automatisation, mais il ne faut pas oublier il y a finalement une sorte de charte vis-à-vis du lecteur et un engagement, je dirais, de la rédaction. Je ne sais pas comment vous gérez cette question chez Ouest France. C'est donc le sujet difficile, parce que ce que l'on cherche effectivement au travers de la personnalisation, c'est quand même que les gens reviennent. Comment
on publie des articles chaque jour, donc chaque jour il y en a à lire. Si on donnait le sentiment, entre guillemets, d'épier le lecteur, de l'amener sur des voies à l'insu de son plein gré, je pense que ce contrat de confiance, on le perdrait. Donc c'est agir un petit peu en toute transparence, lui montrer que finalement les algos qu'on peut proposer lui permettent de trouver l'information plus rapidement, parce que finalement on dispose tous du même temps pour lire de l'information. Ce qu'on peut optimiser, c'est le temps perdu à la chercher, donc, ou tout au moins on essaye de gagner là-dessus. Donc si dans la pertinence qu'on peut remonter de l'info quand il recherche, on le satisfait, je pense qu'on est tous pareils, on est paresseux à chercher l'info, ce qui nous intéresse c'est de la lire, il va revenir plus rapidement. Mais on est bien aussi dans une démarche où on en a parlé un petit peu avant le débat, l'explicite aujourd'hui pour dire c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse, comment on peut difficilement, je pense, décrire en 20, 30 ou 50 mots ce qui fait notre intérêt de lecture au quotidien. Et je crois que Claire en parlait aussi, c'est que le dimanche, je ne m'intéresse pas à la même information qu'en semaine. Là, je suis entre deux conférences, j'ai mon iPhone, je vais lire des petites brèves. Comment le soir, je suis plus disponible, je vais peut-être dire quelque chose de plus important. Et quand on parle de personnalisation, c'est peut-être aussi un peu comprendre comment, qu'en fonction du moment de la journée, du device utilisé, comment j'ai pas besoin de la même info. Et Julien le précisait aussi, devant l'infobésité face à laquelle on est au quotidien, c'est toujours pareil. Je veux pas passer un temps fou pour trouver ce que je cherche. On va peut-être proposer aussi à la salle de poser des questions à nos panélistes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce sujet passionnant. Ou sur l'étude aussi. Je ne sais pas si on a un micro. Alors, je peux vous passer mon micro ? Ouais. C'est peut-être plutôt pour Mediago la question. Comment, même si vous n'avez que 2 mois d'existence, comment calculez-vous votre ROI pour vos clients ? J'imagine qu'il faut un certain temps pour avoir un retour de satisfaction des utilisateurs. Alors, il y a 2 aspects à cette question. La première, c'est est-ce qu'on met beaucoup de temps à fournir des recommandations qui sont pertinentes ? La réponse est non, ça va très vite en fait. Dès qu'il y a un peu de trafic, pour 2 raisons. D'une part, parce que dès qu'on a du trafic, on est capable de faire de la recommandation pertinente. Enfin, plus on en a dans une certaine mesure, mieux on réussit. Et d'autre part, parce qu'il s'avère qu'effectivement, on a une méthode qui permet justement d'avoir une certaine... de faire de la recommandation pertinente très rapidement. Donc, on a une méthode particulière pour faire ça. Donc, ça marche bien vite. Après, comment est-ce que la méthode de calcul et comment est-ce qu'on convainc les clients, en fait, puisque c'est ça. Donc, effectivement, on a 2 mois, donc on démarre là-dessus. Ceci étant, ça fait 2 ans qu'on développe ce produit et qu'on a des testeurs donc au sein de mon équipe de recherche plutôt. Alors, c'est simple, pour tout ce qui est site d'édition de contenu, ce qu'on regarde, c'est si le nombre de pages vues a augmenté. Donc les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est que oui, sur les encarts en particulier, on les double par rapport à d'autres méthodes. Les autres méthodes étant, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur les médias, c'est les articles souvent les plus partagés ou les plus commentés ou les plus quelque chose. Et donc voilà, par rapport à des méthodes comme ça dites de popularité, effectivement, on arrive à doubler parce qu'effectivement, je pense que là, c'est assez facile d'être convaincu que la popularité, c'est pas le truc qui marche le plus pour mettre en exergue certains articles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on mesure. Et lorsqu'on s'adresse à des sites de e-commerce, là, ce qui compte, en fait, c'est la conversion. Donc là, on regarde à quel point ça a amélioré les ventes, tout simplement. Donc on a des méthodes très simples, des métriques en tout cas très simples d'évaluation, et la manière de les obtenir, c'est généralement de mener ce que tout le monde fait, des tests, qu'on appelle des tests AB, c'est-à-dire on a une partie de la population choisie aléatoirement, uniformément, qui n'a pas nos algos, puis l'autre qui l'a, et on compare. Voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut, parce que on n'est pas sans savoir que c'est le seul moyen de faire.
Mais on n'est pas sans savoir que le moyen de mesurer introduit des biais dans la mesure. Hein. Le fait d'avoir un contenu qui est présent, de toute façon, ça introduit un biais. Mais en tout cas, c'est la mesure qu'on utilise et que tout le monde utilise du reste. Bonjour, c'était une question, alors ça peut être pour Medigo, mais aussi pour West Media Lab. En fait, je rebondissais sur la question de la sérendipité, de la partie aléatoire. Ça m'a surpris qu'il y ait une sorte de dogme comme ça, il faut avoir de la sérendipité, il faut avoir de l'aléatoire. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être laissé en fait un petit peu libre aussi par rapport au goût de chaque internaute? Si une personne n'est pas du tout intéressée par des suggestions au hasard, la squeezer au bout d'un moment parce que ça va... Enfin voilà, qu'il peut y avoir aussi cette dimension de granulité sur cet aspect-là, quoi. Moi, je peux donner juste une réponse juste technique, en fait. C'est-à-dire que, indépendamment de l'intérêt d'un utilisateur ou pas à avoir des choses aléatoires, encore une fois, ce que je voulais dire par ça, c'est un bon moyen d'éviter de se retrouver coincé dans des minimums locaux. Il y en a d'autres, c'est-à-dire proposer d'autres contenus, et en particulier si on ne personnalise pas la totalité d'un site, alors on n'aura probablement pas de problème de sérendipité. Après, d'un point de vue technique, il est important d'exposer les internautes les utilisateurs à du contenu diversifié. Vraiment pour une raison juste algorithmique. C'est-à-dire que si tout repose sur le fait qu'on calcule des similarités entre utilisateurs, sur la base d'un profil de navigation, il est évident que si on continue à proposer les mêmes contenus aux mêmes personnes, ces personnes ont une chance de plus en plus importante d'être proches, d'une part, et de se déconnecter du reste du monde. C'est-à-dire que si Julien et moi, on regarde toujours la même chose et qu'on se recommande à chaque fois ce qu'on fait, vite, on va avoir un profil qui fait qu'il n'y a que lui qui va être proche de moi et le reste du monde sera loin, en quelque sorte. Donc ça, c'est une réponse purement technique. Après, le moyen d'y arriver, je suis d'accord, on peut... moi, encore une fois, j'ai peut-être un moyen un peu scientifique d'y arriver en mettant de l'aléatoire, mais justement, là, c'est place aux gens qui savent de quoi ils parlent en termes de médias et d'ajouter un autre type de contenu. Juste un petit mot, moi je suis nostalgique moi, du bouton « J'ai de la chance » sur Google. Non mais plus sérieusement, je pense qu'on est loin de toute façon d'être dans un filtrage tel qu'on ne serait plus confronté à des sujets auxquels on ne s'attendait pas. Même sur Twitter, moi je suis sur Twitter, je me suis fait des shortlists et des very shortlists, etc. Donc petit à petit, des fois j'ai l'impression de m'enfermer sur une petite communauté de personnes que je suis. Tous les jours, il y a des contenus sur lesquels je tombe sur des contenus auxquels je ne m'attendais pas. Donc, et puis, au besoin, j'allume la télévision ou je rentre dans un kiosque et je vais. Voilà, on peut aussi sortir du tout numérique pour s'ouvrir. Donc, voilà, je pense. Par contre, c'est intéressant de voir que c'est un sujet quand même de préoccupation dans les rédactions, de se dire une d'un journal, par exemple, c'est évidemment la juxtaposition de sujets divers et variés. C'est une proposition globale et de se dire si demain le journal est à la carte, est-ce que les sujets qui comptent pour nous, rédaction, est-ce qu'ils peuvent disparaître de la une que va recevoir telle ou telle personne? Est-ce que ça, c'est pas un problème par rapport à la ligne éditoriale et par rapport à ce que nous, on juge important en termes d'information? Voilà, c'est clair que c'est quelque chose qui remonte beaucoup dans les préoccupations des journalistes, en tout cas. Est-ce que, quand le contenu est personnalisé pour un internaute, vous arrivez aussi à bien personnaliser la pub et donc augmenter la valeur unitaire de l'impression? Vous l'avez vérifié, vous arrivez à le commercialiser ou... Alors ça, c'est pour moi, n'est-ce pas? Ouais. Pour vous, les gens... Alors votre question, c'est est-ce que quand on personnalise un contenu, on personnalise aussi la publicité qui va avec? En d'autres termes, est-ce que les algorithmes de personnalisation
sont partagés avec la régie publicitaire qui permettent de mieux cibler la publicité? Pas encore. Vous êtes contre? Alors, j'ai pas là. Quand on démarre et qu'on a 2 mois, on est contre rien, hein, pour commencer. Non. Alors après, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout les mêmes interlocuteurs. Effectivement, les interlocuteurs peuvent avoir un avis tout à fait différent. Donc effectivement, en termes algorithmiques, ça s'applique à tout, d'accord. Après, en termes de marché, c'est vrai que nous, on a ciblé une recommandation personnalisée plus qu'un marché publicitaire. Donc voilà, on est plutôt aujourd'hui sur la recommandation interne pour améliorer la pertinence des contenus proposés sur un site. Le jour où on trouve un modèle disons, de partenariat qui pourrait convenir à tout le monde, pourquoi pas. On n'est pas fermé à ça, mais en tout cas, techniquement, il n'y a pas de... Je dirais techniquement, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver la bonne manière d'aborder toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Mais c'est 2 interlocuteurs différents, 2 marchés différents, en fait. Donc on est sur le premier pour le moment. Juste une question à la salle. Parmi vous, il y a combien de personnes, si vous pouvez lever la main, qui seraient intéressées pour avoir vraiment un système de recommandation sur l'actu performant? Ouais, d'accord. Donc une grande majorité quand même. D'accord. Oui, j'en profite que le micro soit à côté. Vous avez l'air de vous y connaître en algorithme. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est à notre ministre de l'Intérieur? Alors, la première réponse est oui, je m'y connais parce que c'est quand même mon métier d'abord. Est-ce que je peux l'expliquer? Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence précisément. Il y a un événement particulier. Ah oui, alors les renseignements, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que l'INRIA... Les fameuses boîtes noires qui... Donc, voilà, alors justement sur ce débat, l'INRIA, par l'intermédiaire de son PDG, a réagi en proposant ses services d'experts justement au gouvernement. Donc oui, si on nous demande, on peut nous aider. On peut les aider. Mais ils ne nous ont pas demandé. Pas encore. Bon, je crois qu'on passe plutôt sur une petite conclusion chacun. Là. Je voulais juste dire une dernière chose, c'est que, par exemple, on se lance là dans ma boîte de recherche sur un projet de personnalisation, mais qui compte en fait sur les données biométriques, c'est-à-dire de donner les flux de renseignements et la une, etc., mais vis-à-vis les données biométriques. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est quoi la prochaine étape dans ce chemin, en fait, dans ce piste. Ouais, le rythme cardiaque, à dire que voilà, je suis en train de faire du sport, alors je préfère avoir telle ou quelle histoire à ce moment-là, pourtant que là, vraiment, je suis à l'aise, je suis prête pour vraiment comprendre un peu sur ce sujet-là ou autre. Et ça, c'est quand même peut-être la prochaine étape dans ce chemin, dans cette histoire de personnalisation. Il y avait une conf, je crois, Web Today sur le cinéma émotif, donc là, un peu dans l'information émotive avec les casques EG. C'est peut-être l'étape d'après, pour l'année prochaine. Moi, pour conclure, je voudrais déjà remercier Estelle de m'avoir invitée à cette table ronde. Je suis ravie de pouvoir voir autant d'intérêt pour la personnalisation dans les médias et d'avoir la chance justement de pouvoir un petit peu écarter la personnalisation d'un méchant, de quelque chose de mal qui vient essayer de... Voilà, donc je remercie beaucoup. Michel. Moi, je partage l'avis d'Anne-Marie. Moi, je suis content de travailler sur ces sujets parce que c'est vraiment passionnant. Et puis, quelque part, on y est tous confrontés en permanence, quels que soient les sujets qu'on aborde, même quand on croise des panneaux publicitaires dans la rue. Et effectivement, il ne faut pas voir que le grand méchant loup là-dedans, mais histoire de faire le tri dans l'information, bien souvent, ça peut nous aider. Julien, tu veux ajouter quelque chose? Non? Donc vous avez compris que c'est en route, hein, donc on aura bientôt notre média personnalisé, donc on a hâte. Puis on ajoutera aussi que
vous allez pouvoir retrouver le contenu de l'étude, hein, qui a été, je crois, même envoyé déjà via Twitter, avec un article que vous allez retrouver sur le site de West Media Lab, et aussi les liens pour aller voir plus d'informations sur Mediego. Donc voilà, on est à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Merci à tous, au revoir. Merci.